Affaires publiques, Alexis Lacroix. Blandine Kriégel, bonjour. Bonjour Alexis Lacroix. C'est un grand plaisir, un grand bonheur aussi de vous recevoir, Blandine Kriégel, dans le cadre de cette émission. Vous êtes déjà bien connue de nos auditeurs, de nos auditrices de Radio J, puisque vous animez chaque semaine l'émission Philosophie, à laquelle j'ai aussi le bonheur de participer. Voilà. Nous sommes rassemblés autour de votre nouveau livre, je vais en dire un mot dans un instant, La République imaginaire, tome 1, La Renaissance aux éditions du Cerf, qui est un livre remarquable et très novateur, on va y venir dans un instant. Je rappelle quand même, pour nos auditeurs, que vous êtes l'auteur d'une œuvre de philosophie politique, de philosophie même, assez considérable. Citons comme ça, dans le désordre, La République et le Prince moderne aux éditions des Presses universitaires de France, Querelle française, que j'ai fait avec vous chez Grasset, ça remonte à 2009 dans mon souvenir, et plein évidemment d'autres livres qui retracent de manière extrêmement érudite la généalogie, non seulement de l'idée républicaine, mais plus largement en fait de la pensée politique moderne. Alors justement, on va venir au cœur du sujet. C'est un sujet qui en fait résonne bien sûr avec notre actualité par plein d'aspects, puisque nous sommes à un moment de confrontation de ce qu'on appelle, pour faire très vite, les démocraties libérales et les démocraties illibérales à l'échelle de l'Europe. Mais justement, très souvent, on dit la République, enfin, beaucoup de nos auditeurs doivent avoir cette idée. La République, elle est née avec la Révolution de 1789 et plus largement avec les grandes révolutions émancipatrices du XVIIIe siècle. L'un des piliers de vos recherches depuis longtemps consiste à déconstruire, comme on dit aujourd'hui, cette idée tenace dans le débat public. Pourquoi est-ce que vous êtes attaqué à cette idée d'une identification, d'une équivalence entre l'idée républicaine et l'idée révolutionnaire? Merci, cher Alexis, de cette présentation généreuse, mais je ne déconstruis pas. Simplement, la raison pour laquelle je ne suis pas l'usage le plus courant, l'habitude la plus courante, lorsqu'on veut étudier la pensée politique moderne, de partir de la Révolution, eh bien, elle est très simple. C'est qu'à partir de la Révolution, c'est-à-dire à l'époque contemporaine, on voit apparaître des systèmes de pensée, des courants de pensée, le libéralisme, la révolution sociale qui a donné le socialisme, bien sûr. La révolution conservatrice qui s'est tournée vers le nationalisme et quelquefois l'État-puissance, qui en vérité s'éloigne énormément, n'est-ce pas, des principes de la République, s'éloigne, s'écarte ou critique les principes de la République démocratique, des républiques démocratiques dans lesquelles nous vivons. Par conséquent, il faut les chercher avant, n'est-ce pas? Il faut les retrouver avant. Alors, ce qui semble étrange ici, chez nous est tout à fait banal dans le monde anglo-saxon où cette entreprise a déjà été lancée depuis quelques années. Justement, mais il manquait, à mon avis, parce qu'évidemment, chacun voit midi à sa porte, et que la jeunesse de la pensée politique moderne est européenne, il manquait un point de vue qui fasse une place plus grande à la France, à l'expérience politique française. Absolument. Vous venez de nous dire donc qu'il n'y a pas d'identité de la République, de l'idée républicaine et de l'idée révolutionnaire. Une autre découverte fondamentale de votre œuvre, et notamment de la République imaginaire, tome centré sur la Renaissance, c'est que, je vais vous dire, moi-même, c'est des idées que j'ai dans la tête, beaucoup de nos auditeurs, de nos auditrices les ont probablement. Quand on pense Renaissance italienne, beaucoup de gens disent « Allez, en gros, c'est Machiavel ». Surtout pour la pensée politique, vous avez raison. C'est Machiavel, c'est le prince. Oui, Machiavel. Et évidemment, on a aussi dans l'idée que le Machiavel est à, former une sorte de duo diabolique jusqu'à un certain point avec Savonarola. Pourquoi c'est en partie inexact? Non, ce n'est pas du tout inexact, parce qu'évidemment, ce sont des penseurs d'une grande importance, enfin, ou une figure, des figures de grande importance. Machiavel est un grand penseur, mais ça ne concerne que l'extrême fin de la Renaissance. Tout à fait. Et c'est pour ça que j'ai voulu, d'une certaine manière, connaître, comprendre et transmettre, faire connaître une autre partie qui me semble absolument décisive, qui est ce que l'érudit allemand, l'historien allemand Hans Baron avait appelé l'humanisme civique, et donc avec des figures qui sont beaucoup moins connues, c'est certain, Coluccio Salutati, Leonardo Bruni, beaucoup moins connus en France, et Léon Battista Alberti. Alors, qu'est-ce qu'ils ont Alors, on va y apporté? venir justement. En fait, ce que vous faites, c'est aussi d'entreprendre une généalogie de cette pensée très originale qui continue, bien sûr, Blandine Kriégel, à déterminer les grands axes de la pensée politique d'aujourd'hui. C'est pour ça que c'est très intéressant. Mais vous avez raison, cela commence à un moment que Johann Huizinga, un auteur que vous avez beaucoup lu, qualifie d'automne du Moyen-Âge. En fait, ça commence très tôt
pendant la Renaissance. C'est ce moment, effectivement, que Hans Baron, que vous venez de citer, qualifie d'humanisme civique. Quelle est la singularité des penseurs que vous venez de citer, notamment Alberti, par contraste avec l'idée que beaucoup de nos auditeurs peuvent avoir à l'esprit, que c'est d'abord la figure de Machiavel. Eh bien, écoutez, d'abord parce que tous pratiquent ce qu'on appelle le retour à l'antique, c'est-à-dire qu'ils ont redécouvert les humanités, au début seulement gréco-romaines, et même jusqu'aux antiquités hébraïques. Tout à fait. Mais ensuite, et c'est évidemment beaucoup plus important, ils ont en quelque sorte mis à flot toutes les idées des républiques modernes dont nous servons. La liberté, n'est-ce pas? La libertà fiorentina qui brodait sur leur bannière. La liberté florentine. Oui, laissez-moi terminer si vous le voulez bien, cher Alexis. L'égalité des citoyens devant la loi, l'opposition frontale de la République aux empires, le patriotisme, l'indépendance, n'est-ce pas? Et tout cela, selon eux, doit être étayé sur l'éducation, en particulier ce qu'on appelle des humanités, et la participation de tous les citoyens à la vie citoyenne, la vita activa, n'est-ce pas? Il n'y a pas de République s'il n'y a pas des citoyens qui participent activement. Mais ça, c'est un aspect. Mais l'autre aspect qui n'est pas moins important parce qu'il est présent dans toutes les républiques aujourd'hui, l'urbanisme, n'est-ce pas? L'idée de la cité idéale. Vous voyez, les modèles de cité idéale, les grands monuments collectifs civils ou sacrés. Et ajoutons, coordonnée avec une redécouverte, dans cette redécouverte des lettres antiques, n'est-ce pas, des humanités antiques, des sciences et des savoirs. Donc ça, c'est une chose qui est absolument fondamentale. C'est pour ça que l'Italie, mère des armes et des lois, mais si vous voulez surtout mère de la République de Florence, mère des républiques modernes. Absolument. Alors, il y a un troisième aspect de découverte fondamentale de votre travail, dans la République imaginaire, c'est, disons, on va dire le lien, l'amalgame avec la question de la rhétorique. En effet, au fond, je vais le dire avec mes mots, mais le moment de la Renaissance, et notamment la période que vous étudiez, c'est-à-dire avant Machiavel, est une période où on essaye de refonder la vie publique sur des bases de connexion plus étroites avec la question de la vérité. Tout à fait, on ne peut pas le dire mieux. C'est-à-dire qu'il y a, pour le dire autrement, oui, dans la pensée politique de la Renaissance, il y a une forme d'anticynisme, d'opposition au cynisme. Oui. Ceci, évidemment, implique, donc je vous pose la question très simplement, la reprise d'une partie de l'héritage de l'Antiquité. Quelles sont les philosophies de l'Antiquité qui vont être réinvesties, réinterrogées, réinvesti à nouveau frais, en quelque sorte. Ben, je vous remercie de cette question parce que, évidemment, les historiens de la littérature, un certain nombre, ont identifié, au fond, l'humanisme avec la rhétorique et l'âge de l'éloquence. Tout à fait. On pense notamment au livre de Marc Fumaroli. De Marc Fumaroli, de votre collègue Marc Fumaroli. Oui, qui est, hélas, remarquable et regretté. Mais au fond, alors, il y a un aspect qui est incontestable parce qu'en redécouvrant les œuvres de Cicéron et de Quintilien, ce qu'ils ont appelé les elegantia, les élégances de la langue de Rome, comme ils disent, les humanistes, eh bien, ils ont estimé que, au fond, la clarté, la force de persuasion de cette langue comptait fondamentalement pour eux. Mais il me paraît difficile, même si c'est un début, n'est-ce pas, cette redécouverte de la rhétorique, et par conséquent d'Aristote et des penseurs romains, Cicéron, n'est-ce pas, le De Oratore, à Quintilien, l'institution oratoire, d'enfermer l'humanisme dans la rhétorique. Pourquoi? Parce qu'il y a d'autres dimensions dans l'humanisme qui sont pas moins importantes. Alors d'abord, la première dimension, c'est la dimension religieuse. Elle est présente au début, au milieu et à la fin. D'abord avec l'engagement, n'est-ce pas, des grands courants franciscains, dominicains, des cénacles de couvents, et surtout, alors ça, c'est un point sur lequel on ne se retourne pas suffisamment en avis. Le fait que des grands papes, avant que la curie pontificale, n'est-ce pas, ne s'insurge contre Galilée ou contre le protestantisme, mais des grands papes, Eugène IV, Pie II, Nicolas V, ont aidé
ont supporté financièrement et intellectuellement l'entreprise des humanistes. Et en leur donnant de logis tel couvert, en leur donnant des postes. Et d'ailleurs, chacun le sait d'une certaine façon, consciemment ou inconsciemment. On le découvre avec la création de la Bibliothèque Vaticane, n'est-ce pas, qui était la première grande bibliothèque d'Italie, de réunion des manuscrits gréco-romains, dans le cadre, évidemment, dans le contexte du concile de réunion des églises d'Orient et d'Occident à Ferrare-Florence, et puis, au fond, toutes ces peintures qui illustrent Saint-Pierre de Rome. Bref, là, il y a cette dimension religieuse, et alors elle s'est poursuivie tout au long du siècle. On la trouve chez Savonarole, qui est bien connu, mais aussi chez Pic de la Mirandole et chez Marcille-Ficin. Alors, je vais vous poser une question, évidemment, très simple, de béotien, mais quel était l'intérêt, justement, de la papauté de s'investir dans une sorte de support donné, on va dire, oui, c'est ça, enfin, en quelque sorte de support, de soutien prodigué à ces humanistes. L'intérêt, c'est celui de la réunion des églises, n'est-ce pas, au moment de la chute de Constantinople. Mais plus profondément, c'est que l'humanisme, c'est un courant, vous voyez, qui a balayé toute la société, n'est-ce pas, et évidemment, il s'est appuyé sur la recréation de la République de Florence, nous allons y revenir, mais il a balayé toute la société. Et par conséquent, dans une société qui est une société religieuse, avec principalement chrétienne, mais aussi avec une composante déjà, n'est-ce pas, d'intérêt pour le judaïsme et la Kabbale. Alors justement, vous faites une place importante aussi dans votre livre à la réinterprétation, à la redécouverte par certains de ces humanistes, de la Kabbale. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce moment de la République florentine en matière, j'allais dire, d'intérêt pour le judaïsme? Il est très important parce que il concerne les deux autres dimensions de l'humanisme qui sont la dimension scientifique et la dimension philosophique. La dimension scientifique, eh bien, au fond, qui est-ce qui symbolise aux yeux du grand public, si vous voulez, les savants à la mode de la Renaissance? C'est Léonard de Vinci. Mais auparavant, déjà, Léon Battista Alberti, théoricien des arts et de la perspective. Déjà, là, ce n'est pas de la Kabbale dont il s'agit, mais de l'intersection chez Alberti, le grand théoricien de la perspective, entre les arts et la géométrie. Entre les arts et la géométrie. D'ailleurs, il est très frappant de voir qu'il y a un lien insécable entre les artistes, Brunelleschi, Donatello, amis d'Alberti, justement ces humanistes à la fois, encyclopédistes, savants, et donc la science. Mais surtout, ce goût pour les sciences et les savoirs s'est affirmé en physique avec Nicolas de Cuse, et là on voit déjà apparaître des idées empruntées véritablement à la Kabbale, et en philologie et en histoire avec Laurent Vallat et Flavio Biondo. Mais c'est surtout, alors pour vous répondre sur cette question, c'est surtout dans la dimension philosophique, celle d'une philosophia nova qui est tournée vers d'ailleurs un esprit de concorde, n'est-ce pas, au moment où la République va s'effacer, chez Ange Policien et chez Marcille-Ficin, et Pic de la Mirandole, que au fond on redécouvre avec, si vous voulez, les antiquités hébraïques. Et alors là, vous voyez par exemple, un pape a financé Manetti, n'est-ce pas, pour rechercher les antiquités hébraïques. Eh bien, un élargissement extraordinaire de la dimension religieuse. Et qui surtout, là, Blandine Kriégel, je le souligne, parce que nous sommes sur la radio juive, donc c'est très important, qui va aussi à l'encontre d'une forme de doxa, car il est admis, ça c'est vrai qu'il est admis, que la Renaissance s'est appuyée, au fond, en grande partie sur certaines forces religieuses. En revanche, le nombre de personnes parmi les érudits, parmi les philosophes, les chercheurs, qui savent la place finalement assez décisive qu'a joué la lecture de la Kabbale par les érudits humanistes. Par Pic de la Mirandole, quand même, tout le monde, tous les commentateurs la soulignent. Certes, mais ce nombre reste tout de même réduit, et aujourd'hui, la doxa, au fond, ne le reconnaît pas. Et donc là, là aussi, vous faites bouger certaines représentations encore dominantes dans la philosophie. C'est vrai, elle se développera davantage par la suite, n'est-ce pas, comme d'autres, comme de grands historiens l'ont montré, Franz Zietz. Absolument. Mais peut-être, on pourrait venir à un autre aspect
qui est quand même, au fond, c'est le titre que j'ai donné à ce livre. Absolument. Pourquoi s'appelle-t-elle République imaginaire? Absolument. Eh bien, tout simplement parce que elle s'appelle République imaginaire, et d'ailleurs j'ai consacré à un livre énigmatique, mais qui a eu tout de suite un très très grand succès chez les architectes, chez les paysagistes, et d'ailleurs qui est au principe, n'est-ce pas, des jardins des Tuileries et même des jardins de Versailles, enfin des jardins néoclassiques en France. Eh bien, Le Songe de Polyphile, qui est un conte qui raconte, si vous voulez, une histoire. Alors, quelle histoire justement pour nos auditeurs? Eh bien, très simplement, au fond, c'est l'idée que Polyphile, vous voyez déjà le nom est tout un programme, amoureux de la cité, est à la recherche de Polia Lucretia. Ça, c'est un nom. Lucretia, vous savez, c'est l'héroïne romaine qui a rétabli contre les Tarquins, enfin, était à l'origine du rétablissement de la République. Eh bien, voyage dans le cimetière antique, ses ruines et ses jardins, pour trouver successivement le palais de la liberté, de la reine Liberté, le palais de Vénus, avant de perdre définitivement Polia. Donc, alors, pour éclairer l'énigme de ce conte scripté, qui est considéré par beaucoup d'historiens comme le testament, n'est-ce pas, de la Renaissance. Il est publié à la fin du siècle. Et je me suis servi d'une remarque profonde du grand historien Albert Panofsky, qui avait dit ceci, et c'est une chose que j'ai trouvée extrêmement éclairante. Le Moyen-Âge, disait-il, croyait continuer l'Antiquité, il l'avait laissé sans l'enterrer. La Renaissance pleura sur sa tombe et essaya de ressusciter son âme. Autrement dit, si vous voulez, la Renaissance commence, vous voyez, par des funérailles de l'Antiquité. C'est pas simplement un retour à l'antique, c'est la conscience que déjà d'ailleurs Pocock avait souligné du fait qu'on a perdu la Renaissance. Et ça explique, pour qui connaît un peu, les villes italiennes, leur architecture, la multitude des tombeaux qu'on trouve dans les églises, qui sont aussi des cimetières, par exemple à Santa Croce à Florence, et l'essai de faire revivre la Renaissance, mais par une recréation esthétique. Et d'ailleurs, tous les visiteurs, si vous voulez, des villes italiennes, et en particulier de la Renaissance, et en particulier de Florence, eh bien, au fond, se rendre compte que la Renaissance est dominée par une vision esthétique. Qui la porte en majesté, cette République, ce sont les artistes, et c'est eux qui dominent. Et d'ailleurs, au fond, ces symboles pour le monde entier. Des millions de visiteurs qui se précipitent aujourd'hui aux offices ou au Palais Pitti, ce sont les tableaux de Botticelli les plus connus, presque les plus connus au monde, le Printemps et la Vénus. Et alors là, on retrouve cette direction que vous avez évoquée, la statue de David et celle de Moïse de Michel-Ange, où David représente tout à fait la République, et Moïse représente la loi. Blandine Kriégel, il nous reste 2 minutes. J'aimerais qu'on termine justement sur un aspect très important également du livre, qui est la réflexion, on va dire finale, avant les conclusions, que vous conduisez sur la faiblesse inhérente à cette République de Florence. C'est cette faiblesse, justement, qui va être le point de départ historique de la réflexion de Machiavel sur Le Prince. D'abord, comment s'explique-t-elle et quelle réponse va proposer Machiavel dans Le Prince? Alors, Machiavel, c'est une toute autre histoire que celle de la République imaginaire. Ce n'est pas un objet virtuel qui l'intéresse, c'est le retour au réel. Eh bien, je vous réponds. De la faiblesse de la République de Florence. Mais je vous réponds. Machiavel pose les bonnes questions, n'est-ce pas, pour sortir du désastre et de la montée au Principat. La fin de la République, après la chute de Savonarola, après la chute de la République. Et il pose au fond les questions suivantes. Qu'est-ce qui a fait la force de Rome ? Et qu'est-ce qui a fait la faiblesse de Florence? Alors, la force de Rome, eh bien, dit-il, c'est que Rome avait une constitution équilibrée, sur un gouvernement mixte, c'est déjà l'idée, si vous voulez, de Polybe et d'Aristote. Elle avait également une religion civile, quasiment, une religion civile. C'est-à-dire, au fond, elle savait organiser la ferveur pour réunir les citoyens, mais surtout, elle a compris l'importance de la puissance et de la guerre, et elle menait la guerre à l'extérieur. Et donc, Machiavel légitime la guerre impériale de Rome. Voilà pour Rome. Pour Florence,
quelles sont les faiblesses qu'il reproche à Florence? Premièrement, de n'avoir jamais eu une constitution stable. Deuxièmement, d'avoir explosé dans les luttes, disons, de classe entre les petits et les grands. Et enfin, surtout, n'est-ce pas, au fond, d'avoir manqué, c'est le vocabulaire qu'il utilise, de courage, d'avoir de courage, c'est-à-dire d'organiser une milice nationale, une armée nationale. Il s'est battu pour ça toute sa vie, et en s'appuyant sur la virtu, n'est-ce pas, sur la force. Qu'est-ce que c'est la virtu? La virtu, c'est l'énergie humaine, parce que pour Machiavel, ça c'est une grande idée de la Renaissance, qui évidemment met fin à l'idée simplement que c'est le destin ou la providence qui décide de tout. Non, à côté de la fortuna qui existe, eh bien, il y a une part de liberté, la vertu. Alors, la solution que propose Machiavel, elle est extrêmement simple, puisqu'il est quand même un républicain, c'est de faire entrer la puissance dans la République. La puissance du prince et la puissance, finalement, de l'État. Et c'est pour ça que Machiavel a eu un tel écho, un tel succès. Alors, d'ailleurs, ça va très loin. Au point d'éclipser les penseurs dont nous avons parlé tout à l'heure. Oui, non, plus que ça. Au point, si vous voulez, c'est même pire que ça. C'est au point, enfin, la puissance, je dirais, jusqu'à l'infamie, n'est-ce pas? Jusqu'au crime. C'est pour ça aussi que Machiavel est encore objet de discussion. Mais il a trouvé une ouverture, un défilé par quoi les républiques, eh bien, ont pu résister à partir de lui aux empires. Un ouvrage passionnant, de l'érudition, il faut le dire, très accessible, Blandine Kriégel, La République imaginaire, tome 1, La Renaissance, qui vient de paraître aux excellentes éditions du Cerf. Je le remonte. Merci d'avoir fait un tour par votre radio, Blandine Kriégel. Merci beaucoup, Alex.